Bonjour et bienvenue et joyeux Noël à toutes et à tous. J'espère que vous avez été comblés, que vous passez d'excellentes fêtes. Et regardez, le Guide Killer Show 666 ne s'est pas moqué de vous. Je n'ai pas regardé à la dépense, regardez. Des guirlandes, un sapin de Noël et en guise d'étoile, nous avons la tête de Dark Vador. Ça, c'est le grand luxe. Et il est temps de fêter ensemble ma 4e année en tant que vidéaste. On va en attaquer une 5e pour 2020 et pour fêter cette fin d'année ensemble, je vais vous offrir, comme à mon habitude, un petit top et flop des pires et meilleurs films. Puis dans une deuxième vidéo, on fera la même chose pour le jeu vidéo. Et en troisième et dernière vidéo de cette année, on va faire un petit bilan de ma chaîne, histoire de papoter, histoire de vous remercier et surtout de voir ensemble les objectifs pour 2020. Allez, on va commencer avec mon top 5 des pires films de 2019 et comme à mon habitude, je reprends uniquement les films dont j'ai fait la critique. Comme ça permet à ceux qui me découvrent d'aller voir mes critiques et de voir plus en détail ce que j'ai à dire par rapport à tous ces films. On commence à la 5e place des pires films avec Star Wars épisode 9. Alors je sais, ce n'est pas une grande surprise, certains diront qu'il l'aurait mis directement à la première place. C'est vrai que parmi tous les Star Wars, il est l'un des pires que j'ai vu avec Star Wars épisode 8, Rogue One et autres. Mais j'en ai tellement parlé de ce Star Wars, avec une critique, avec un podcast, avec même des théories, bref, j'en ai tellement parlé que même moi ça m'a gonflé, j'avoue que je fais une overdose en ce moment, ça m'attriste de voir ce qui est devenu Star Wars. Sachez juste que George Lucas lui-même a dit que dans le Retour du Jedi, Palpatine était bel et bien mort. Donc en fait, J.J. Abrams en a fait qu'à sa tête et a décidé de faire revivre Dark Sidious pour le faire mourir comme une merde par ses propres éclairs. Ça n'a strictement aucun sens, c'est chier littéralement sur un des personnages les plus mythiques et les plus charismatiques. On aurait pu le faire revenir juste en souvenir, vous voyez, on l'entend parler et tout, mais il était bel et bien mort, ça aurait été bien plus sympathique. Ou alors à ce moment-là, on lui offre une fin digne de Palpatine. Or là, éclair, deflect, il meurt, fin de l'histoire. C'est vraiment triste. On sent que ce Star Wars essayait de faire des bonnes choses parce qu'il devait répondre à des questions que les deux précédents n'ont pas fait, mais il crée pas mal d'incohérences. Et quand je dis incohérence, ça veut dire que là, on découvre que Leia est bel et bien une Jedi, puisqu'elle a suivi une formation par le biais de son frère. Ça veut dire que dès le départ, elle pouvait former Rey, elle pouvait lui apprendre des choses. Dès le départ, les rebelles cherchent le dernier Jedi qui est Luke Skywalker, ils ne savent même pas s'il est en vie, mais c'est leur mission principale, alors qu'ils ont une Jedi à côté, Leia. Vous voyez, rien que ça vient de détruire la trilogie en elle-même, rien qu'avec Star Wars épisode 9. Donc bref, je ne vais pas rentrer encore plus dans les détails. Si vous voulez tout savoir, regardez ma critique. Sinon, regardez tous les avis sur Internet. La plupart du temps, on est tous du même avis, même s'il y en a qui ont apprécié le film. Parce que le film, comme je l'ai dit, n'est pas une merde. Il a un bon départ, un milieu un peu mou, mais ça va encore. Il y a un bon combat au sabre laser entre Rey et Kylo Ren, mais malheureusement, c'est un film extrêmement moyen, plutôt mauvais, avec une fin catastrophique, l'une des pires fins que j'ai vues depuis très très longtemps dans un film, et surtout dans un film Star Wars. Je ne sais pas ce que va devenir cette licence, cet univers incroyable, mais je m'inquiète énormément parce qu'aujourd'hui, Disney n'aura plus le droit à l'erreur, parce que les fans vont être au rendez-vous dans le sens juste pour voir s'il y a une erreur, et ils vont les tacler, ils vont leur cracher à la gueule, ce qui fait que même la saison 2 de The Mandalorian qui normalement devrait arriver risque d'être très critiqué. On sait qu'il y a le préquel d'Obi-Wan pour découvrir ses origines et tout, et là aussi ça risque d'être très critiqué. Donc je ne sais pas ce que va devenir Star Wars, mais je croise les doigts pour qu'on laisse un petit peu tranquille cette licence, cet univers. À la 4e place, on continue avec Disney, parce que quand Disney essaye de se faire du blé, ils font tout et n'importe quoi, et on retrouve Aladdin, le film live action avec Will Smith en tant que génie. Mon Dieu, cette catastrophe. Alors je sais qu'il y en a qui ont réussi à l'apprécier, mais putain, moi j'ai l'impression de voir un film low cost, bas de gamme, alors qu'ils ont un budget de milliards, et pourtant quand je vois les décors, quand je vois les acteurs qui ont été choisis pour incarner différents protagonistes, c'est juste une mascarade. Quand je vois les musiques, mais putain les musiques, putain, mais il se passe rien, c'est mou. On a l'impression que les mecs ils sont endormis quand ils chantent. Et d'ailleurs, petite anecdote, je me suis endormi pendant le film. Je ne l'ai pas dit pendant ma critique, mais je me suis littéralement endormi. Je pouvais pas parce qu'il se passe rien dans ce film. Et ce qui m'énerve, c'est que Disney, c'est des gens talentueux. Ils adorent l'argent, j'ai bien compris. Mais on sent quand même qu'ils savent
ils ont un savoir-faire. On l'a vu avec les dessins animés, enfin en tout cas la maîtrise de l'animation, tout ça. Et ils n'ont pas grand-chose pour nous sortir des chefs-d'œuvre, mais ils se contentent de reprendre ce qu'ils ont déjà fait. Donc là, bah ok, ils ont fait un dessin animé, ils se sont dit, bah tiens, on va vous prouver qu'en film live action, ça va être aussi incroyable. Bah non, c'est aussi chiant. Enfin, pardon, c'est pas aussi chiant, c'est devenu chiant. En fait, on est juste sur un film bas de gamme, histoire de dire, voyez, on est capable de faire des films live action comme avec Le Roi Lion, comme avec tous leurs films. Mais le souci, c'est que rien que Le Roi Lion, ça ne marche pas. Enfin, même si c'est bien foutu, c'est incroyable visuellement, ça marche pas bien. Et on l'a vu avec Aladdin, on le voit avec Dumbo, on le voit quasiment avec tous ces films. Franchement, Disney, vous m'avez déçu, c'est pour ça qu'on retrouve Aladdin à cette 4ème place. Mais bon, c'est pas un bon film, j'ai passé un très très mauvais moment. À la 3ème place, alors là aussi, il y a eu beaucoup de choix qui s'est bousculé parce que j'ai vu pas mal de daubes cette année. Mais il a fallu faire un top 5 et je suis parti sur Alita Battle Angel. Ah oui, tu t'en souviens pas. Mais effectivement, c'est un film qu'on ne parle plus. On ne sait même pas s'il y aura une suite, on ne sait rien du tout. Il est sûr d'une chose, c'est que c'est un film qui a rapporté plus de 400 millions de dollars au box-office, donc ça a plutôt bien marché. Les retours étaient autant positifs que négatifs. En général, les gens ont quand même réussi plus à l'apprécier que le détester, mais alors moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans, sachant que c'est une adaptation de quelque chose qui est très connu apparemment, un manga que je connais pas, mais si l'œuvre originale est aussi chiante que ce que je vois dans le film, j'ai pas envie de lire, parce qu'il se passe rien dans ce film, ce n'est pas violent, c'est pas sombre, les personnages principaux sont... mais sont pas intéressants, je veux dire, même Alita, qui est celle qu'on va voir le plus dans ce film, qui est l'héroïne principale, je ne la trouve pas attachante, parce que l'écriture est plutôt médiocre, je trouve. Alors, ce n'est pas forcément par rapport à son character design, c'est vrai qu'avec ses gros yeux c'est très spécial, mais en fait on s'y habitue tout le long du film. Au bout d'un moment on se dit ouais ça fonctionne. C'est vrai que les premières secondes tu te dis oh mon dieu qu'est-ce que c'est cette merde. Mais au final, bah, l'histoire elle est pas prenante, les personnages ne sont pas attachants, il se passe pas grand chose au niveau de l'action. Alors oui il y a un ou deux combats, quand tu vois Alita se battre c'est assez explosif, mais il manque quelque chose. Et systématiquement, dans ce film, ben, on a un degré de ah ça peut être sympa, puis tout d'un coup tu redescends dans les abysses où ben non on s'ennuie. Même la course en roller qui est apparemment assez mythique dans l'œuvre originale, bah là ça fonctionne pas parce que oui ok les mecs avec leurs armures et tout, leurs modifications sont incroyables. Tu te dis bon les mecs sont allés extrêmement loin juste pour faire du roller, c'est un peu chelou, mais bon pourquoi pas, mais c'est chiant, c'est nul, donc c'est pour ça que je le mets à la 3ème place, parce que même encore aujourd'hui, on n'en parle plus, quoi. Alors que c'était un gros film, c'était le gros blockbuster du début d'année, parce que je crois qu'il est sorti en février, et pourtant, bah, ça fait l'effet d'un pétard mouillé. C'est qu'on s'attendait à un truc grandiose, et ben on a eu un film passable, voire moyen, voire catastrophique pour ma part, parce que je me suis fait littéralement chier. À la 2ème place, alors, il faut savoir que j'ai hésité entre Shazam, que je surnomme Shazam, Rambo, le dernier Terminator. Là, je vais plutôt mettre X-Men Dark Phoenix. Le X-Men, celui qui doit nous présenter le Phénix. Celui qui doit nous montrer Jean Grey. Désolé pour la prononciation, ce personnage extrêmement connu des X-Men, celle qu'on nous avait un petit peu teasé pendant des années sans trop savoir ce qu'elle était réellement. Là, on devait nous faire découvrir ses origines, voir un petit peu comment elle est devenue ce Phénix, qu'est-ce que c'est réellement, voir ses pouvoirs. Et c'est un film de merde. On ne met pas en valeur ce personnage mythique, on prend une actrice qui n'a aucun charisme, et la pauvre, je remets pas en cause son talent, hein, c'est une bonne comédienne, mais elle ressemble à rien, elle ressemble pas à une Jean Grey, elle ressemble pas à un Phénix, je suis désolé, ce film est catastrophique, je vais pas revenir en détail, mais il est très très mauvais, il ne se passe rien. Encore une fois, c'est en fait, si vous regardez bien, tous les films que j'ai mis pour l'instant, c'est qu'il se passe rien. On nous vend du rêve, on doit nous vendre des histoires fortes, poignantes, avec des personnages charismatiques, avec des histoires lourdes, avec des combats dantesques. On veut voir le Phénix, on veut voir Magneto, on veut tout voir péter, et pourtant, bah, ça fait encore l'effet d'un pétard mouillé. Il ne se passe rien dans ce film, le final est catastrophique, le Phénix n'est pas du tout sublimé, Jean Grey, tu peux aller dans une tombe, parce que c'est là où est ta place actuellement, tu es morte et enterrée pour moi. Je ne sais pas ce qui va devenir des X-Men, parce que pour l'instant, actuellement, on n'a pas trop d'informations s'il va y avoir spécialement d'autres films cette année, même si on sait qu'il y a une phase 5 pour Marvel.
et tout ça, et je ne sais pas où est la place des X-Men actuellement, mais il est sûr d'une chose, c'est qu'il va falloir changer le casting, il va falloir changer quelque chose, et si on veut à nouveau remettre le personnage de Jean Grey et du Phénix, il va falloir faire quelque chose de plus intéressant, mais surtout de beaucoup plus sombre, parce que le personnage est extrêmement violent, et c'est ce qu'on ne retrouve pas, puis surtout les changements de personnalité tous les 2 secondes. Ah mais en fait je vais du côté des gentils, ah non les méchants ils sont mieux parce que les gentils vont trahir, ah mais non en fait les méchants, ah, ta gueule, fais un choix, tu commences à me gonfler. Bref, il aurait pu finir à la première place. C'est un film de merde. Il m'a extrêmement déçu alors que je l'attendais énormément. Mais là, c'est une déception fois 1000. Donc, je ne vous convie pas, si vous ne l'avez pas vu, à regarder X-Men Dark Phoenix. À la première place, c'est inattendu, mais il le fallait. Dora l'exploratrice. Bon, j'avoue, je taquine encore une fois avec ce film qui n'est pas réellement un film, donc je rappelle le concept, c'est que Dora l'exploratrice est un dessin animé éducatif qui passe vers les 6h du matin, comme ça pourrit les adolescents qui veulent voir de véritables dessins animés mais qui doivent se taper cette merde. Ça apprend des choses aux enfants, ça apprend à dire quelques mots en anglais, tout ça, c'est mignon, c'est enfantin. On a Dora qui est une exploratrice qui se balade avec son sac à dos qui parle, avec sa carte qui parle, avec Babouche, un singe qui parle et qui porte des chaussures rouges. Bref, c'est un monde coloré où on sent que ceux qui ont écrit ça se droguent, c'est pas bien. Apparemment, il y a une histoire un peu plus sombre derrière tout ça, c'est qu'apparemment c'est par rapport au Mexique, tout ça. Enfin, j'ai pas bien compris d'où vient l'origine du dessin animé ou les objectifs, mais apparemment c'est pas très clair. Enfin, c'est pas français à la base, hein, je vous le dis. Enfin bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, je m'en fous un petit peu. Mais quand j'ai vu qu'ils allaient sortir un film live action Dora l'exploratrice, j'étais obligé d'aller le voir. Certains diront, mais Guy, t'es qu'un gamin, c'est fait pour les enfants, t'avais pas à aller voir ça, c'est normal que ça fonctionne pas sur toi. Je suis désolé, j'adore tout ce qui n'est pas fait pour moi, que ce soit en matière de dessin animé, en matière de film. Donc Dora l'exploratrice, je lui ai laissé sa chance. Je m'attendais à voir un film éducatif, avec beaucoup d'humour, même si c'est plus destiné aux enfants, ok, mais de passer un bon moment. Je suis désolé, mais quand j'entends la chanson sur le caca, je ne sais pas à qui c'est destiné. À des enfants? Vous voulez réellement montrer ça à vos enfants? Mais montrez-leur les dessins animés. Ils apprendront bien plus de choses que d'apprendre de faire un trou dans une forêt pour chier. Et en chantant en plus, ça n'a strictement aucun sens. Ce qui me perturbe le plus, c'est que les acteurs qui sont là-dedans, mais je vous plains, parce que derrière, pour trouver du travail, ça va être compliqué. Non, franchement, je suis désolé pour vous, mais c'est catastrophique. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que le film essaye de jouer avec ce qui a fait un petit peu le succès des dessins animés. Donc par exemple, on voit Dora se retourner vers la caméra et parler aux spectateurs et leur demander où se trouve Shipper, où se trouve machin, etc. Là, ils le font 2 fois, ils la traitent de folle, fin de l'histoire, on arrête. Alors qu'on aurait pu pousser le concept où justement, on pense que Dora est folle et à chaque fois, elle parle à la télé et puis il se passe rien. Puis tout d'un coup, elle repose la question dans un moment extrêmement dangereux où les protagonistes risquent leur vie. Et là, nous, on est là derrière l'écran. Ouais, il faut faire ça. Et là, il se passe quelque chose. Et là, tu vois tous ses coéquipiers se retourner et font: qu'est-ce qui vient de se passer? Elle a des pouvoirs, mais en fait, elle est pas folle. Il y a réellement des gens qui nous regardent. Ça aurait été intéressant. En fait, on aurait pu pousser le vice jusqu'au bout, mais on ne le fait pas. On nous propose un film de merde. Pour moi, c'est pas destiné à des enfants. À des enfants de quelques mois qui viennent à peine de naître, effectivement, parce qu'ils comprennent rien, ils savent même pas où ils sont, ils savent même pas ce que c'est la vie. Ouais, tu peux leur montrer. Mais des enfants réellement amateurs de Dora l'exploratrice vont passer un bon moment devant ce film. Il se passe rien, ce n'est même pas drôle. L'humour, moi l'humour pipi caca, j'en ris si vous voulez. Je lâche une caisse dans mon bain, ça fait des bulles, je me marre. Mais là, comment tu veux te marrer sur la chanson du caca, et etc. Il n'y a aucune blague qui fonctionne. Oh, c'est dommage, putain. Franchement, on avait un bon concept, on avait moyen de créer un film pour tout public, mais surtout destiné aux enfants, et ça aurait été sympathique. Et en fait, on se sert juste d'une licence qui marche quelque part, parce que les dessins animés Dora l'exploratrice fonctionnent plutôt bien. Ça émerveille quelque part encore les enfants de nos jours. Et on leur sert un film live action du pauvre, c'est à jeter. C'est pour ça que je l'ai mis à la première place, mais en vrai j'aurais pu le mettre en second et plutôt mettre X-Men Dark Phoenix, j'aurais pu mettre Star Wars. C'est un classement extrêmement compliqué, parce que je vous jure, cette année, en matière de flop, il y en a eu un florilège. Ma liste est aussi longue que mon bras, sincèrement. J'aurais pu faire un top 20 des pires films que j'ai vus cette année, parce qu'il n'y a quasiment pas eu de bons films, c'est catastrophique. Enfin, j'ai été extrêmement déçu. Et c'est surtout beaucoup de blockbusters, hein, parce que Star Wars, Aladdin, Alita Battle Angel et X-Men Dark Phoenix, c'est des gros films. Dora l'exploratrice, c'est un petit film, un petit budget, même s'il y avait de gros acteurs, mais ça reste un petit film. Alors que les autres, c'est vraiment des gros films à des millions et des millions de dollars.
qui nous sortent ces merdes-là, ça me rend fou, avec des gros réalisateurs en général, des gros scénaristes, et c'est catastrophique. Bref, une année 2019 assez mitigée du côté des blockbusters, mais vous allez voir que mon top réserve quand même quelques surprises, et on commence tout de suite à la 5e place avec le Joker, la grosse surprise pour moi, parce que je m'attendais pas à voir un excellent film sur le Joker, parce que c'est toujours très compliqué de jouer le Joker, on l'a vu avec les différents acteurs, à chaque fois il faut changer sa personnalité, ses origines. Alors il faut savoir que les origines proposées dans ce Joker, ça n'a rien à... Enfin, c'est autant réaliste que c'est un mensonge. On ne saura jamais réellement les vraies origines du Joker, parce que c'est l'objectif du Joker de jouer là-dessus. On ne saura jamais réellement ce qu'il a vécu, mais tout ce qu'il peut vivre marche en fait. Il peut être traumatisé suite à parce qu'il a été battu, parce qu'il a peut-être été violé, peut-être parce qu'en fait il a vécu dans la rue, il s'est drogué. Tout fonctionne réellement avec ce personnage parce qu'il est très troublant, et je trouve que les origines qu'ils ont proposées avec ce film là marchent très bien. On est plongé dans l'histoire, voir Joaquin Phoenix jouer le Joker fonctionne très bien parce que c'est un gros acteur et on sent qu'il a travaillé son personnage. En plus il a dû maigrir énormément pour montrer qu'en fait c'est son personnage est un drogué, donc ce qui fait que ça le vieillit un peu plus, mais Joaquin Phoenix il n'a plus la vingtaine, hein, il a 30-40 ans, enfin il a un peu plus de 40 ans je crois. Et dans le film, le souci c'est que le personnage du Joker, quand il va rencontrer Bruce Wayne, Bruce Wayne il est encore petit, il a encore ses parents. Ça veut dire que quand Bruce Wayne va devenir Batman, le Joker qu'on a là dans ce film risque d'être encore, de finir à la maison de retraite, quoi. Il sera beaucoup trop vieux pour être le Joker contre Batman. Mais sincèrement, en tout cas, c'est un film qui mérite le coup d'œil parce qu'il y a une écriture particulière. Qui montre vraiment le côté dérangeant d'un esprit tortureux qui peut à tout moment vriller et tuer une personne devant des caméras, devant des millions de spectateurs, juste comme ça parce qu'il en a envie. C'est ce que j'ai aimé sur ce Joker, même s'il se passe pas grand chose. C'est vrai que c'est un film très très mou, hein. Il n'y a pas spécialement d'action, on sent qu'il y a un peu de facilité scénaristique par moment, il n'y a pas non plus d'effet de surprise sur les origines du Joker, dans le sens où je m'attendais réellement à ce qu'il s'est fait battre, violer ou un truc comme ça. Enfin, j'ai imaginé beaucoup de choses, et c'est pour ça que quand j'ai découvert la vérité, j'ai pas été très très surpris. Mais c'est un bon film. Pas parfait, mais c'est un bon film. Et cette année, c'est un des films qui m'a le plus marqué. Parce que c'est un film que j'ai envie de revoir au moins une fois. Parce que je trouve qu'ils ont fait un très bon film sur le Joker. Et c'est vraiment important de l'avoir réussi. Parce qu'on sait que DC, avec ses personnages et ses films, c'est souvent extrêmement moyen. À part leurs séries qui sont extraordinaires. Il fallait vraiment marquer le coup. Ils l'ont réussi. Apparemment, un Joker 2 serait en préparation. L'un des défauts majeurs pour moi, c'est que pour le Joker 2, il faut trouver un véritable doubleur VF qui sait rire. Parce que celui qui double ne sait pas rire, ça gâche tout. Donc, à moins de le regarder en version originale, ce Joker-là, en VF, est une purge à écouter parce que le rire est vraiment dégueulasse. On verra bien ce que va donner Joker 2. En tout cas, moi, ça a été un petit coup de cœur de cette année. En 4e place, on va trouver un film canadien, un film à petit budget, Code 8, que j'ai fait la critique il n'y a pas très longtemps. J'aurais pu vraiment le mettre en top 3, parce que ça a été un coup de cœur. Comme j'ai dit, dans mes flops, il y a eu beaucoup de blockbusters avec des réalisateurs, des scénaristes de fou, avec des acteurs AAA. Alors que là, Code 8, c'est un film à petit budget, avec des acteurs pas forcément connus, avec un petit réalisateur, un film canadien à petit budget, et pourtant qui arrive à faire mieux que tout ce que je vous ai parlé depuis, parce que scénaristiquement, c'est réussi. Alors, pour rappel, vite fait, l'histoire, on va suivre l'humanité, et parmi les êtres humains, il existe une petite population de héros, en fait de personnes avec des pouvoirs. Ils pourraient devenir des super-héros comme Superman, etc. Sauf qu'en fait, leur pouvoir leur sert surtout à travailler normalement, ils essayent de vivre comme tout le monde. Le souci, c'est que c'est une petite population, et leur pouvoir crée des jalousies, et les autres humains qui n'ont pas ces pouvoirs-là commencent à les détester, commencent à leur cracher à la gueule, et commencent réellement à vouloir les exterminer, littéralement. On essaye de créer une police équipée de robots qui sera uniquement dédiée à la chasse des mecs avec des pouvoirs.
Pas forcément pour les tuer, mais si on sent qu'ils sont violents ou alors ils n'ont pas respecté l'ordre, hop, on les tue. On ne pose pas de questions, on ne les arrête pas parce qu'on ne peut pas réellement, parce qu'ils ont des pouvoirs, ils ont des capacités surnaturelles. Et ce film est très intéressant parce que de montrer des gens qui ont des pouvoirs se faire détester, se faire huer, les voir vivre reclus, cachés, obligés de faire du travail au noir, de devenir violents, de par exemple vendre de la drogue, ou même utiliser leur propre corps pour créer de la drogue, c'est ce qu'on voit dans ce film, c'est très intéressant, c'est pas du jamais vu. Ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas vu un film qui montre justement des êtres humains qui ont des pouvoirs et qui sont traités de la sorte. C'est très intéressant, l'écriture est vraiment fine, même si ça reste un poil prévisible par moment, je trouve qu'il est bien plus intéressant, beaucoup mieux écrit que tous les blockbusters que j'ai cités auparavant. C'est un film qui n'a pas spécialement d'action, mais les quelques actions sont plutôt bien rythmées, il y a une bonne musique, il y a une bonne ambiance, les visuels, il n'y a pas 50 millions d'environnements et pourtant on voyage parce que les personnages sont tellement bien écrits qu'on voyage avec eux, on s'attache à eux, on comprend pourquoi il y en a un qui agit ainsi et l'autre ainsi. Moi je le trouve très intéressant, c'est un petit coup de cœur, je vous invite réellement à le découvrir, donc ça s'appelle Code 8. Je sais que malheureusement pour ce film-là, il y a de grandes chances de devoir passer par du streaming, par du téléchargement illégal. Faites-le. Honnêtement, il faut le faire pour que derrière vous faites votre propre avis et après donner votre avis personnel et pour justement dire ok, j'ai vu votre film de manière illégale parce que peut-être que vous l'avez pas trouvé de manière légale, même s'il y a moyen, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais si vous l'avez pu le voir qu'en streaming, n'hésitez pas à donner vos retours parce que comme ça montrera à ces réalisateurs, à ces petits acteurs, à ces petits scénaristes qu'ils ont fait du très très bon travail et qui peuvent continuer sur cette lancée. Ils n'ont pas besoin d'un budget de milliards et de milliards pour faire un très bon film, donc véritablement, Code 8, ça a été le coup de cœur de cette année. Il finit pas dans mon top 3 parce qu'il y a deux gros films qui m'ont encore plus marqué, mais Code 8, franchement, c'est un film qui m'aura tapé dans l'œil cette année 2019. Troisième place, alors voilà, ça se joue entre Code 8 et ce film-là, c'est Détective Pikachu. Alors ouais, ce film m'a scotché parce que j'attendais énormément un nouveau film Pokémon. Je suis un gros amateur de Pokémon, même encore aujourd'hui, même si c'est vrai que les dessins animés sont très redondants, on retrouve toujours la même mécanique, il y a le même, le même gag avec on s'envole vers d'autres cieux, c'est toujours le même, même si ça fonctionne, au bout d'un moment on se lasse un peu, donc c'est vrai que les dessins animés je les laisse de côté. Au niveau des jeux vidéo, c'est vrai qu'on est souvent déçu de ne pas avoir de véritables nouveautés, de ne pas avoir un côté un peu plus impactant au niveau des attaques. Par exemple, quand tu vois les créatures attaquer, on aimerait bien les voir se toucher, on aimerait bien avoir par exemple des blessures au niveau du corps, de sentir que vraiment mon Pokémon il a été blessé, mais bon, comme c'est un jeu destiné à un public assez jeune, on évite de montrer du sang ou de la brûlure, ce genre de choses, mais on pourrait parce que ça serait très intéressant. En tout cas, il est sur une chose, c'est que ce film-là, je l'attendais parce qu'on m'a dit que c'était un film live action et quand j'ai vu les premiers trailers, j'ai fait ok, ça va être une tuerie. Pas forcément au niveau du scénario parce que Détective Pikachu, ça reste encore plus enfantin que Pokémon en général. Le petit Pikachu, en plus doublé par Ryan Reynolds, c'était un carton total. Un véritable coup de cœur de ce côté-là, mais c'est vrai que j'attendais réellement l'animation, l'effet visuel, de voir si avec de véritables acteurs, donc live action, avec des Pokémon, est-ce que ça va être crédible, réaliste? Et ben ouais, franchement on y croirait, on aurait l'impression que c'est de véritables animaux comme nos chiens et nos chats, ça fonctionne très très bien. Beaucoup ont gueulé en disant mais ça n'a aucun sens de voir un Dracofeu avec des poils ou Pikachu. Ben si, dans les dessins animés, ça n'a pas le même budget qu'un gros film et on va pas se casser les couilles à animer tous les poils, toutes les écailles, ce genre de choses, parce que dès qu'il y aurait du vent il faudrait faire bouger les poils à chaque fois, ça serait trop casse-couille, donc on fait des Pokémon tout lisses, mais ils ont des poils. C'est des animaux à la base, donc là ils ont pu le faire dans ce film là, ils ont décidé de réellement le montrer et ça fonctionne très très bien. On sent que ce Pokémon là nous montre qu'on pourrait faire un univers Pokémon très sombre. On l'a vu avec des combats de Pokémon clandestins, ça fonctionne très très bien, honnêtement j'ai passé un très bon moment. Il y a quelques gags qui sont beaucoup plus destinés aux enfants qu'aux adultes, donc il y a des moments où j'ai pas forcément ri, mais voyez, l'histoire vole pas haut. Oui, c'est Pokémon, mais à 27 ans, j'ai réussi à l'apprécier parce que putain, ça fonctionne quoi. On sent que c'est des gens passionnés, ils ont été méticuleux au niveau de l'écriture pour respecter ce que propose Pokémon en général.
Et ils ont été méticuleux au niveau des aspects des Pokémon. C'est un peu dommage qu'on n'en voit pas beaucoup plus, qu'on voit pas de nouvelles générations de Pokémon qu'on a proposées dernièrement. Je parle pas dans les derniers Pokémon, mais un petit peu avant. Ça aurait été intéressant, mais de revoir Mewtwo, de revoir Pikachu, tout ça, ça fonctionne. Même si je crois qu'il y a une petite incohérence au niveau scénaristique, si je me souviens bien, avec l'histoire de Mewtwo et de Mew. Là, ils font un petit peu n'importe quoi au niveau de la timeline, mais en tout cas, c'est pas très grave. C'est un film que je revois et que je reverrai avec grand plaisir parce que ça a été un véritable coup de cœur. J'ai été surpris de voir à quel point on pouvait rendre crédible des Pokémon dans un film live action. Donc on espère que Sonic, ça fonctionne tout aussi bien. Heureusement qu'ils ont revu le character design de Sonic parce que la première fois c'était catastrophique. En deuxième place, Avenger Endgame. Ouais, il est pas en premier et pourtant il aurait pu parce que quelle claque de revoir Thanos, de voir ce final un petit peu décevant. Cache pas. Un petit peu décevant. Je voulais encore plus de combats. En fait, je voulais avoir un film de 3 heures avec que du combat. Avec Thanos qui poutre tout le monde et puis tout le monde doit se réunir et tout. En fait, ce qui m'a le plus déçu, c'est Captain Marvel. Captain Marvel arrive. Normalement, elle poutre Thanos, fin de l'histoire. Là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire en voulant réunir une équipe de femmes qui se réunissent pour protéger, je sais plus quoi, je me rappelle plus trop, et on les voit toutes se battre une par une pour montrer le girl power, ça fonctionne pas. C'est débile, c'est bon, les femmes dans les Marvel sont mises en avant, je vous rassure, il n'y a pas besoin de créer ce système-là de girl power à la con pour quelques minutes qui ne fonctionnent pas, parce que Captain Marvel, elle fonce dans le tas, en ligne droite, et elle arrive à son objectif. Même Thanos ne peut pas l'arrêter. Après, on sait que si elle serait arrivée trop vite, elle aurait fait que ça, fin de l'histoire, ça aurait pas eu autant d'impact et le film n'aurait pas duré 2 heures. Donc il fallait créer de l'attention, il fallait créer un espoir final. Donc quand tu vois Captain Marvel arriver, là tu dis ok, elle arrive, c'est bon, on a gagné. Mais honnêtement, j'ai passé un très bon moment, sachant en plus que Tony Stark meurt. J'avoue que c'est quelque chose que j'avais plus ou moins teasé, que j'avais théorisé. Pour moi, c'était sûr que c'était lui qui allait mourir. On le voit dès le départ, en fait, c'est quelqu'un qui se sacrifie régulièrement. Donc pour moi, c'était légitime que ce soit lui qui se sacrifie au final, au lieu de Hulk ou de Thor ou de Captain America. Pour moi, c'était réellement lui, donc j'étais pas été surpris. Mais en fait, on a un gros film bien rythmé, avec beaucoup plus d'humour que le premier, même si mon véritable coup de cœur, c'était le premier film avec Thanos, qui est largement mieux écrit, où on avait véritablement un Thanos touchant. Là, malheureusement, le début est excellent, quand tu vois Thanos reclus, il a réussi son objectif, mais il est mal en point, et quand tu le vois se faire buter, tu te dis, ah, c'est osé, c'est culotté, et ça fonctionne. C'est vrai que Thanos, là, il est un peu moins présent, il est un peu moins touchant et impactant que ce qu'on a vu dans le premier film, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis à la première place, mais c'est un gros film, c'est le gros film de cette année, on pouvait quasiment pas le louper, on peut chipoter, il y en a qui n'ont pas aimé, mais honnêtement, c'est pas un film de merde, au contraire, c'est un très très grand film, mais je préfère largement le premier, et c'est pour ça que je le mets pas à la première place, parce que à la première place, on retrouve mon coup de cœur, mon gros chouchou, et putain, merci Toy Story 4. Il est parfait. L'animation, l'écriture, il est parfait. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ce film, c'est un petit bijou. Et vous voyez, Dora l'exploratrice, c'est destiné aux enfants, soit. Toy Story, c'est destiné aux enfants à la base aussi. Et pourtant, on arrive à créer des morales autour de cette histoire pour les enfants et pour les adultes. L'humour touche tout le monde, même un adulte peut rire. L'histoire de Fourchette, même un adulte peut être touché et se dire « ça me rappelle mon enfance quand je parlais à mes jouets ou que je créais mon propre jouet. » Moi, je me rappelle quand, avec des rouleaux de PQ, je faisais des châteaux. Mais vous voyez, c'est un peu ce délire-là. Ça parle à tout le monde. Dora l'exploratrice, c'est une gamine qui parle à un animal. Normalement, ça devrait parler à tout le monde parce que moi-même, je parle à mes chats. Et pourtant, là, j'ai l'impression de voir une droguée. C'est littéralement ça, c'est une meuf qui se drogue, et en plus, on le montre réellement. Alors que dans Toy Story 4, je vois juste un univers bien écrit, avec une jeune demoiselle, une jeune fille qui va à l'école, et qui peut pas porter de jouets, donc elle va créer son propre univers, avec une petite fourchette, avec un petit bout de plastique. C'est ça,
la magie de Toy Story 4, c'est d'arriver à nous faire rêver, que ce soit en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, de montrer qu'on n'a pas besoin de milliers d'euros, de tout ce que j'ai autour de moi pour s'amuser. Un petit bout de plastique, des petites punaises, ouais bon faites attention avec les punaises, pardon les enfants, mais avec tout et n'importe quoi, on peut se créer un univers, s'amuser, s'émerveiller, voyager. Et c'est ça qui est beau dans Toy Story 4, c'est qu'ils ont réussi à montrer ça encore une fois. Et la qualité d'animation, mais encore, putain mais c'est fou. Et pourtant, Toy Story, c'était déjà magnifique le premier, mais regardez, le premier et ce dernier épisode, vous allez voir l'évolution, c'est incroyable, c'est magnifique. Bref, ça a été le film pour moi, Toy Story 4. C'est un film que j'ai revu dernièrement et j'ai pris une claque encore une fois parce que je m'attendais pas à ça. C'est vrai que quand j'ai entendu parler de Toy Story 4, je me suis dit, bon, quatrième opus, on va se marrer, hein, on va passer un bon moment, mais sans plus. Non, en fait, ils ont encore atteint un cap de plus. Je sais pas s'ils pourront faire un Toy Story 5, mais il est sûr d'une chose, c'est que Toy Story 4, pour moi, il restera dans les annales des meilleurs films d'animation, des meilleurs dessins animés que j'ai vus depuis que je suis né. Et honnêtement, si vous deviez regarder un film cette année, pour moi, c'est Toy Story 4. C'est vrai, ça va pas parler à tout le monde, je le conçois, parce que c'est un film quand même enfantin dans son aspect, dans son visuel, et pourtant vous allez voir que ça montre quelques aspects un peu plus sombres, un peu plus matures, un peu plus adultes. C'est pour ça que je vous le conseille fortement. Et bien voilà qui conclut ce top et ce flop de cette année 2019. Peut-être qu'il n'y a pas votre film, peut-être qu'il y a des films que vous auriez mis plutôt en top qu'en flop. Pas de souci, sachez que je vous invite et je vous convie fortement à me donner votre top et votre flop dans les commentaires. Je vous lirai et n'hésitez pas à débattre ensemble, mais n'hésitez pas à débattre avec moi hein, sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook avec le Guide Killer Show 666, que ce soit sur Twitter avec Guide Killer 666 ou directement sur YouTube. On débattra, on discutera. En tout cas, ça a été une année difficile en matière de films parce que voilà, comme j'ai dit, les gros blockbusters que j'attendais m'ont déçu quasiment systématiquement. Disney a fait beaucoup trop de... On veut faire de l'argent facilement sans faire de quelque chose de neuf. Déjà qu'il y a pas mal de polémiques sur Disney, comme quoi par exemple l'histoire du Roi Lion a été plagiée sur autre chose. Beaucoup de films comme ça ont été plagiés apparemment. Et je crois, hein, ceux qui le disent, quand tu vois en plus les similitudes avec ce qu'ils proposent et ce qui avait déjà été fait auparavant, c'est vrai, ça m'attriste un peu, mais j'ai été bercé par Disney, donc j'espérais qu'ils m'émerveillent encore. Alors ils ont réussi avec Avengers Endgame, mais avec Star Wars, ils l'ont pas fait. Avec les films live action par rapport aux dessins animés, donc que ça soit Le Roi Lion, Dumbo, Aladdin, ils ont pas réussi. Pour moi, c'est systématiquement mauvais. Regardez la tronche de Pumba, quoi. C'est dégueulasse comment on peut faire ça à Pumba. Ça n'a aucun sens. Donc, ça a été une année à blockbuster décevante. J'espère que 2020 va rehausser un petit peu ça avec les films à gros budget. En tout cas, ça me fait plaisir quand même de voir qu'on n'a pas besoin de milliards et de milliards de gros acteurs AAA pour faire de très bons films. La preuve avec Code 8. En tout cas, ça a été une année riche en émotions en matière de films, en bien comme en mal. Donc il me tarde de voir l'année 2020. En tout cas, ça conclut ce top et ce flop cinéma. Et je vous invite dans la deuxième vidéo pour regarder mon top et mon flop au niveau du jeu vidéo. Quant à vous qui ne regarderez pas cette future vidéo, je vous remercie quand même d'avoir passé quelques minutes en ma compagnie. Je vous souhaite une très très bonne année si vous ne regardez pas la seconde vidéo et je vous souhaite plein de bonnes choses. Sur ce, ciao ciao et quant aux autres, à tout de suite.